au beau milieu de la forêt, vous avez votre voiture de chasse, vous avez garé votre voiture de chasse à 150 mètres d'un animal qu'on appelle le lion, qu'on appelle le roi de la forêt. Vous avez un fusil et dans votre fusil, il n'y a qu'une seule balle. Vous avez levé votre fusil, le lion est en train de dormir, il est à 100 mètres de vous, votre voiture de chasse est à 150 mètres de vous, vous n'avez qu'une seule balle, vous avez levé votre fusil, vous l'avez pointé sur l'animal, vous avez tiré et vous avez loupé l'animal, l'animal se réveille et en se réveillant, il se dirige vers vous. Pourquoi? Parce que vous avez tenté de l'assassiner et là, lorsque l'animal se dirige vers vous, vous n'avez pas de refuge, votre voiture de chasse est à 150 mètres de vous, il n'y a personne pour venir à votre secours, il n'y avait qu'une seule balle dans votre pistolet, dans votre fusil, vous l'avez utilisé et donc il n'y a pas d'arbre sur lequel vous pouvez grimper. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez un problème, vous avez une difficulté et par rapport à cette difficulté-là, vous êtes en train de vous poser des questions pour retrouver des solutions. C'est pourquoi Martin Heidegger dit qu'aucune question métaphysique ne peut être questionnée sans que le questionnaire comme tel ne soit compris dans la question, c'est-à-dire dans cette question, c'est nous qui questionnons ici et maintenant et pour nous, ça signifie que nous nous posons des questions philosophiques et métaphysiques que dans ces conditions-là. Et Jean-Jacques Rousseau dit que la société a existé pour la première fois lorsqu'un individu a enclos une parcelle parce qu'il y a eu des problèmes en disant ceci est à moi. Celui qui dit ceci est à moi, il est le fondateur de la société et en tant que fondateur de la société, il va donc donner du coup la possibilité à l'émergence de ce qu'on appelle les normes de la société. Et quand on parle des normes, Rousseau va fermer complètement le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes et il va écrire un autre ouvrage qui va prendre en charge la question des normes, la question des lois, la question justement du permis et de l'interdit dans la société. C'est pourquoi Rousseau écrit le contrat social. Et lorsque vous lisez le contrat social, dans les premières pages, Rousseau dit, je veux chercher si dans l'ordre civil, il peut y avoir quelques règles d'administration justes et légitimes en prenant les hommes tels qu'ils sont et les lois telles qu'elles peuvent être. Je tâcherai par cet effort d'allier ce que l'intérêt permet avec ce que le droit prescrit afin que la justice et l'équité ne se trouvent point divisées. J'entre en matière sans prouver le but de mon ouvrage. On me demandera si je suis prince ou législateur pour écrire sur la politique. Je réponds que non, car si j'étais prince ou législateur, je ne perdrais pas mon temps à dire ce qu'il faut faire. Je le ferai ou je me tairai. C'est pourquoi Maître Rousseau, dans le contrat social dit, par le contrat social, j'entends trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, en sorte que chacun s'unissant à tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste libre qu'auparavant. Et donc, c'est en ces termes-là que Rousseau en arrive à son postulat. Le postulat selon lequel donc l'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui l'a dépravé. L'homme est naturellement bon, mais c'est la société qui l'a dépravé, car à l'état de nature, donc la nature humaine était bordurée par cette triptyque nourriture, femelle, repos. Pourquoi nourriture, femelle, repos? Cette triptyque-là signifie que l'homme, il est d'abord un être qui essaie de satisfaire des besoins biologiques. Mais c'est une fois qu'on entre dans la société, c'est une fois qu'on entre dans le milieu social et dans la vie communautaire que la nature humaine va être pervertie. C'est pourquoi Rousseau va faire recours au mythe du dieu Glaucos. Rousseau dit donc que la nature humaine a été dépravée et pervertie. L'homme, il ressemble à la statue du dieu Glaucus que les intempéries de la mer ont défiguré au point qu'il ressemble plus aujourd'hui à un homme, plus qu'il ressemble aujourd'hui à une bête qu'à un dieu. Donc la nature humaine a été dépravée. C'est dans le milieu social qu'on a acquis la méchanceté. C'est dans le milieu social qu'on a acquis des sentiments de jalousie, les sentiments d'envie. C'est donc le milieu social, c'est donc autrui qui nous a pervertis, qui nous a dépravés. Là où donc le prédécesseur de Rousseau, Thomas Hobbes, lui, son postulat de départ, donc faisait dire tout ceci, que l'homme, il est naturellement méchant. Il est naturellement méchant, mais c'est dans le milieu social, par la contrainte, par la punition et par la répression, qu'il faudra apprendre l'homme à se soumettre aux règles, à se soumettre aux lois. C'est pourquoi ce sont les lois, ce sont les normes qui définissent le contexte dans lequel l'homme pourra donc discipliner ses instincts, l'homme pourra discipliner ses désirs, l'homme pourra discipliner donc sa nature animale, son bellicisme et sa violence. C'est pourquoi donc le contrat social de Hobbes, qui s'inscrit donc dans son livre qu'on appelle le Léviathan, parce que chez Rousseau, quand il parle de contrat social, on peut dire que chez Hobbes, son contrat social à lui, entre guillemets, est le Léviathan,
Et par le Léviathan, Hobbes dit qu'il faut qu'on trouve quelqu'un à qui on va confier toute la force commune. Il faut qu'on trouve quelqu'un à qui on va confier donc le pouvoir de sanction et le pouvoir de répression, afin qu'il exerce une domination suffisamment forte sur les sujets pour les contraindre à obéir. De sorte que l'obéissance c'est quoi? L'obéissance c'est une attitude conformiste qu'on adopte vis-à-vis de la norme, parce que la norme à son tour, qu'est-ce qu'elle définit? La norme, elle définit ce qui est normal de ce qui est anormal. De sorte que dans son étymologie même, le mot norme vient du latin normalis. Et quand on dit normalis, on dit tout simplement... de la norme, M. Sow, je vais vous arracher encore la parole. Je vais vous lier la langue. Je vais justement vous épingler un peu les lèvres pour quelques minutes. Quand Hobbes dit que l'homme est naturellement méchant, moi je suis d'accord avec Hobbes que l'homme est méchant. L'homme est méchant. Pourquoi l'homme est méchant? L'homme est méchant dans son comportement le plus banal. L'homme est méchant dans son comportement le plus habituel. L'homme est méchant même dans son jeu. L'homme est vraiment méchant. Et ce qui prouve que l'homme est méchant, je vous donne des exemples. Prenez le cas d'un film. Quand vous regardez un film de cinéma, lorsque dans le film il n'y a pas de violence, lorsque dans le film il n'y a pas de méchanceté, excusez-moi, est-ce que cette méchanceté est due à la société ou bien due à l'individu? Qu'est-ce qu'on entend par individu? C'est ce qui est indivisible. Qu'est-ce qu'on entend par individu? C'est ce qu'on ne peut pas diviser. Vous prenez une motte de sable, vous la divisez, vous avez 2 mottes de sable. Mais si vous prenez le professeur de philosophie que je suis, M. Diouf, si vous me divisez, qu'est-ce que vous allez avoir? Oui, et là, pour parler même de l'individu, il faut dire que la méchanceté, elle est logée au cœur de l'individu. L'individuellement, l'homme vient avec les principes de la méchanceté. J'étais en train d'argumenter cela avec Hobbes. J'étais en train de donner des exemples. Vous prenez le cas d'un film de cinéma. Je dis que si dans le film, on ne voit pas la violence, si dans le film, on ne voit pas le sang, si dans le film, on ne voit pas des actions brutales, on dira que le film n'est pas agréable. Et un autre exemple, maître, un autre exemple, beaucoup plus proche de chez nous. La lutte. La lutte. Mais dans la lutte, quand vous voyez qu'on déshabille, entre guillemets, deux grands gaillards, des poncals comme on les appelle. Et non seulement on ne se limite pas à ce déshabillage-là, mais on leur donne beaucoup d'argent. On leur donne des centaines de millions pour qu'ils se tapent, pour qu'ils se donnent des coups de poing. Masek, s'il vous plaît, Jean-Paul Sartre nous dit que toute absence est vraie. L'absence est vraie. C'est-à-dire, si devant un film, nous avons envie de voir de la violence, du sang, de l'alcool, de la drogue ou autre, peut-être que c'est absent dans notre quotidien, et dû à cette absence, on a envie de le voir d'une façon transfigurée par le 7e art qu'on appelle le cinéma. Mais le problème, c'est qu'au fond, ce qui prouve qu'il y a une méchanceté, c'est que quand les gens regardent un film de cinéma dans lequel il y a la violence, quand il y a ces actions de violence-là dans une salle de cinéma, les gens vont applaudir. Les gens vont applaudir. Parce que c'est le ça qui parle. Et en parlant du ça, il est temps que nous parlons de la conscience et de l'inconscient. Et est-ce que le ça, d'une certaine manière, n'est pas une manifestation de la violence? Puisque le ça, défini par Freud comme le siège des pulsions, le siège des impulsions, des désirs, est-ce que ici, et pour confirmer, maître, ce que vous dites de la méchanceté intrinsèque de l'homme, regardez la méchanceté du bébé. Le bébé qu'on croit innocent. Mais regardez le bébé quand il prend qui est tranquillement assis sur les jambes de sa mère. Le bébé qui prend le sein et qui tète. Et quand il atteint l'extase, quand il atteint l'orgasme de la succion, il fait le bébé, qu'est-ce qu'il fait? Il mord le sein de sa mère. Et pour montrer qu'il est content après avoir mordu, regardez le sourire du bébé. Ça prouve que vraiment l'homme est naturellement méchant. Et cette violence se prouve dans les jeux les plus enfantins. Dans les jeux d'enfants, c'est les langaburi, c'est les mboutimai. Et on dit mboutimai, l'orerebi. Et là, dans le mboutimai, qui est véritablement un moment de démonstration de la violence, dans l'innocence, ça prouve que peut-être Hobbes a raison de dire que l'homme est naturellement méchant. Et je ne pouvais pas ne pas vous arrêter
quand on parle véritablement de la méchanceté humaine. J'ai envie de poser la question, maître. Rousseau, l'homme est naturellement bon. Hobbes, l'homme est naturellement méchant. Mais qui de Hobbes ou de Rousseau a raison ou a tort? Parce que nous sommes à la fois une animalité et une humanité. Nous sommes une animalité parce que nous avons des pulsions, nous avons des désirs, nous avons des passions que nous devons extérioriser. Alors, quand vous demandez qui a raison, personne n'a raison, parce que tout le monde a tort. Et voilà pourquoi. Tout le monde a tort. Parce que, comme il a dit, l'homme est une dualité. Ouais. Écoutez ce que dit le Coran. Écoutez ce que dit le Coran pour donner raison à la fois à Hobbes et à Rousseau en même temps. Nous avons mis dans l'âme de l'homme le bien et le mal. Rousseau n'a vu que le bien, Hobbes n'a vu que le mal. Ouais. Écoutez ce que dit Diderot au XVIIIe siècle. Dire que l'homme est composé de force et de faiblesse, de lumière et de grandeur, de petitesse et de lumière et d'aveuglement, de petitesse et de grandeur, ce n'est pas faire son procès, c'est le définir. Écoutez ce que écrit Mariam dans une si longue lettre. L'homme est un. Grandeur et animalité confondues, aucun geste de sa part n'est de pur idéal, aucun geste de sa part n'est de pure bestialité. Et écoutez ce que conclut Pascal, l'homme n'est ni ange, ni bête, et le malheur veut que qui fait l'âge la bête. Donc personne n'a raison, tout le monde a tort. Et ça met dans le problème de la conscience et de l'inconscient. Ça me rappelle, maître Sanoussi, quand j'ai posé la question, la réponse d'un de mes élèves, Boubacar Faye, je ne l'oublierai pas. Il me dit, monsieur, je crois que Rousseau a raison de dire que l'homme est naturellement bon. Je dis à Boubacar, mais est-ce que Hitler est bon? Est-ce que Ben Laden est bon? Est-ce que Saddam Hussein qui a gazé les Kurdes, est-ce qu'il est bon? Il me dit non, ils ne sont pas du tout bons. Un autre réplique me disait donc, monsieur, il faut arriver à la conclusion de Hobbes. L'homme est naturellement méchant. Je lui dis, le prophète de l'islam n'est pas méchant, le Christ n'est pas méchant, Serigne Touba n'est pas méchant, Sid Hadj Malik n'est pas méchant, Mère Teresa n'est pas méchante. Alors, dire que l'homme est naturellement bon ou naturellement mauvais, c'est poser qu'il existe en l'homme une nature. Alors, si on dit qu'il existe en l'homme une nature, de ce point de vue, on peut considérer qu'il n'y a pas une liberté chez l'homme. Alors que l'homme, c'est un être qui est doué de conscience et qui a donc le pouvoir de choisir. D'accord? Donc c'est une liberté. Parce que si on admet justement avec mon collègue Colli l'hypothèse de l'inconscient, alors est-ce que le jugement dernier aura un sens? On peut bel et bien se poser la question. Responsabilité de l'homme. Ouais. Alors là, vous me donnez envie de définir la conscience. Qu'est-ce qu'on entend par conscience? Ça signifie étymologiquement conscientia, c'est-à-dire accompagné de savoir. Qu'est-ce qu'on entend par accompagné de savoir? Cela veut dire que même si je parle, je sais que je parle. Même si je respire, je sais que je respire. Et là, c'est depuis Socrate. Parce que si on se réfère à Socrate, il déclare connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est-à-dire, il faut d'abord se connaître, essayer de se connaître, tourner la réflexion sur soi et après prétendre connaître ce qui vous entoure. Et là, Socrate a opéré complètement une rupture avec les présocratiques qui s'intéressaient à la nature. Alors, s'il y a rupture, est-ce qu'on ne pourrait pas, à partir de ce moment, considérer que, donc, il n'y a pas une nature humaine parce que Socrate aurait pu, justement, suivre les présocratiques, justement, dans leur quête, justement, de l'élément, du principe explicatif de la nature, mais il ne l'a pas fait. Il va instaurer une rupture que je pourrais appeler paradigmatique ou bien épistémologique pour parler dans le langage de Bachelard. Et donc, à partir de cet instant, on voit que donc il y a ce pouvoir de choisir qui est là et que donc on peut, à tout point de vue, considérer que l'homme est une liberté. Et c'est ça la liberté, la capacité de choisir, et la liberté aussi relève de la conscience. Pour être libre, il faut avoir la conscience. Et la conscience, c'est quoi? C'est la raison. Et c'est la raison qui nous permet de distinguer le bien et le mal.
C'est la raison qui est intériorité. Et cette intériorité se manifeste comment? Par notre comportement extérieur. Mais est-ce que nous sommes toujours libres? Parce qu'il y a l'extériorité qui peut déterminer notre intériorité. Alors, c'est vrai, comme le dit Emmanuel Kant, Kant dit que, en fait, on ne peut pas poser un acte gratuit. Acte gratuit au sens donc d'un acte qui n'est pas déterminé. Parce que quand on parle justement de la liberté, on entend souvent par ce mot une absence de contrainte. Autrement dit, on considère que l'homme est libre à partir du moment où il pose des actes qui émanent de sa volonté. D'accord? Mais est-ce que si on admet l'hypothèse de l'inconscient, est-ce que on peut considérer que l'homme est libre? Ça pose problème à tout point de vue. Alors, il y a Emmanuel Kant qui a donné une réponse à cette question. Kant dit que quand quelqu'un vole, il a toujours une raison qui l'a poussé à voler. Mais Kant dit quand on le prend, on ne l'innocente pas, on le bastonne. Pourquoi on le bastonne? Parce qu'on considère qu'il y a des gens qui se trouvent dans la même situation que lui et qui ne volent pas. Donc, de ce point de vue, il a choisi librement de voler comme il aurait pu choisir de ne pas voler. Donc, de ce point de vue, on ne choisit jamais. On est toujours motivé par des choses inconscientes. Ça peut être le ça. Et là, véritablement, on ne pourra jamais être libre. Parce que le grand Freud nous dit que nous sommes tiraillés par deux choses, ou bien même trois. Il dit, il y a d'abord le ça, qui est l'ensemble des pulsions, l'ensemble des désirs, l'ensemble des passions qui déterminent notre existence. Il y a également le surmoi. Le surmoi, c'est quoi? C'est le gendarme. C'est cette voix intérieure qui nous dit ne fais pas ça. Le surmoi, c'est quoi? C'est l'éducation. Le surmoi, c'est quoi? C'est la censure. C'est ce qui vous dit à chaque fois non, vous ne devez pas faire ça. Mais il y a également quoi? Il y a le monde extérieur. Et le monde extérieur, lorsqu'il vous regarde, vous êtes déjà une chose transcendée. Et c'est là ce que Sartre dit, devant le regard, je suis une transcendance transcendée. Lorsque autrui me regarde, je ne suis plus une personne, mais je suis une chose. Alors, et là, on ne pourra jamais être libre. Alors, je vous arrête un instant. Je vous arrête un instant. Attention, professeur. Pourquoi vous dites le grand Freud alors qu'il nous rappelle tellement notre petitesse? Oui, en nous rappelant notre petitesse, il élargit notre grandeur. Parce qu'il faut savoir votre petitesse pour sauter, pour faire un bond en avant, c'est-à-dire notre conscience de notre ignorance élargit véritablement la richesse de notre intériorité. Merci. Alors, la question que moi je me pose, c'est justement celle de savoir s'il y a un inconscient qui est là et qui pèse sur nous, et s'il y a justement ce surmoi qui justement exerce une certaine censure sur le moi, pourquoi est-ce que le moi arrive parfois justement à enfreindre justement ces barrières que pose justement l'inconscient? On peut se poser la question. Si vous allez chez Dostoïevski, alors Dostoïevski nous dit que châtiment, justement dans Crime et Châtiment, il nous dit que la conscience humaine justement a des barrières qui lui empêchent justement de commettre certains actes. Et quand on veut même commettre ces actes, on a peur. Mais aussi, si on arrive justement à commettre ces actes, on a peur également parce qu'on a peur d'être découvert. Alors ça montre quoi? Ça montre que même s'il y a justement un inconscient qui est là, même s'il y a un surmoi qui est là, qui pèse sur nous, l'homme a le pouvoir justement d'enfreindre justement ces barrières que lui pose justement le surmoi. Alors l'autre exemple que je vais vous donner, c'est quoi? C'est l'exemple qu'on a chez Gide. André Gide dans les caves du Vatican, où il met en scène un jeune homme qui s'appelle Lafcadio et qui pose que, en fait, pour qu'on puisse parler de liberté, il faudrait que l'homme ait le pouvoir de poser des actes gratuits. Et par acte gratuit, Gide entend un acte qui n'a ni cause, ni raison, ni motif. Et on voit effectivement Lafcadio, Gide va mettre Lafcadio en scène, il voyageait à bord d'un train qui se rendait à Rome, et puis par la force des choses, il se retrouve seul dans un compartiment avec un vieil homme qui s'appelle Amédée Fleurissoir. Alors Lafcadio décide de tuer le vieil homme. Il le tue sans raison, et je crois que donc là, ça montre que l'homme
peut effectivement poser des actes qui n'ont ni cause, ni raison et ni motif. Et que donc, de ce point de vue, il n'a jamais, professeur, un acte gratuit. Tout acte est motivé par le ça. Et l'acte de Lafgadio a été motivé par ses pulsions agressives. Lorsqu'il a jeté ce vieillard, il a sauté. Et c'est toute sa corporeité qui lui a fait sauter. C'est-à-dire, c'était une décharge inconsciente. S'il ne l'avait pas fait, il ne serait jamais libre. Et en le faisant, il n'est jamais libre. Mais, maître, voulez-vous savoir pourquoi Lafgadio a tué quelqu'un? Il y a toujours des causes. Il y a toujours des causes. Il y a toujours des motifs. Et vous avez dit qu'on ne choisit jamais librement. Oui. Parce que nous sommes inconscients. Oui. Dans un livre qui s'appelle Le gai savoir, Nietzsche, le philosophe du surhomme, mon surhomme, pour penser à mon élève, nous dit ceci. Nietzsche dit, comme vous l'avez dit, que l'homme n'est pas libre du point de vue de la conscience. Pourquoi? Parce que contrairement à Descartes, Nietzsche dit que la conscience est la partie la plus tardive et la plus superficielle de notre organisme. Et qu'en réalité, ce qui définit l'homme, qui fait qu'il n'est pas libre justement, l'exemple de Lafgadio, ce n'est pas la conscience, mais c'est le jardin secret. Li yëngatu ci yéen di leen xamul leen fu muy yëngatoo xamul leen nu muy yëngatoo ndax xamul leen sax ne mi ngi yëngatu loo xamul ne mi ngi yëngatu xamoo fu muy yëngatoo munoo xam ne mi ngi yëngatu. Ça pose le problème de l'inconscient et le problème de la sexualité infantile. Nous allons laisser à M. Sow justement de prendre en charge cette question pour qu'on puisse rapidement faire des transitions vers l'État, l'épistémologie et le respect. Mais avant la transition, j'aurais aimé faire comprendre à mon camarade que, en réalité, si Lafgadio a tué le vieil homme, ce n'est pas parce que ce n'est pas lié à son inconscient, parce que c'est une hypothèse qu'il a balayée d'un revers de main en mettant en place justement le hasard. Il a dit que s'il tue le vieux, les gens peuvent penser que c'est l'inconscient qui l'a poussé à le tuer. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, je vais laisser le sort du vieux entre les mains du hasard. Je vais compter jusqu'à 12. Si je ne vois pas de feu, je le tue. Si je vois un feu, il est sauvé. Et il va compter lentement, doucement. Il ne voit pas de feu, il tue le vieil homme. Donc pour dire que, effectivement, parce que s'il n'y avait pas ce hasard, on serait dans le déterminisme et la liberté n'est pas possible s'il y a déterminisme, elle n'est pas possible s'il y a fatalité. C'est comme cela qu'il faut comprendre. Mais mon cher Badiane, il n'y avait pas de transparence de la conscience, sinon il n'aurait pas dû laisser les choses sur le fruit du hasard. Mais absolument. Parce que quand il parle du hasard, il faut rappeler que l'homme ne parle pas, il est. Que l'homme n'agit pas, il est. Que l'homme ne fait pas, il est fait. Quand Lafgadio parle du hasard, c'est l'inconscient qui ouvre sa bouche, qui écrit le mot hasard et qui fait croire que c'est le hasard, parce qu'en réalité, il est manipulé, il va les faire tuer, mais il n'a pas tué. Alors là, vous me faites penser à Sartre qui parle de la mauvaise foi. La mauvaise foi, Sartre dit, c'est ce mensonge que l'on se fait à soi-même. Sartre dit que l'homme est une liberté. Mais il a peur d'assumer cette liberté. Tout se passe comme s'il est angoissé d'assumer sa liberté. Et c'est pourquoi il fait semblant de ne pas être libre. Sartre nous donne l'exemple d'un de ses anciens étudiants qui est une fois venu le voir pour lui demander un conseil parce que cet étudiant dit qu'on a tué son frère à la guerre et qu'il aimerait aller venger son frère. Et alors il veut un conseil. Sartre lui dit, le conseil que je te donne, c'est que tu es libre. Tu es libre. Et Sartre dit, au fond, je savais ce que ce jeune homme allait faire. Pourquoi? Il dit, parce que ce jeune homme aurait pu aller voir un homme de religion pour lui demander un conseil. Et c'est sûr que s'il était allé voir un homme de religion, celui-là va lui dire, jeune homme, il est préférable de rester à la maison et de prendre soin de ton... Oui. Choisir ou ne pas choisir, c'est toujours choisir. Et M. Sow, est-ce que la sexualité chez Freud est choisie? Vous m'avez marché sur la langue, je vous remercie. Que dit la religion et la philosophie de la sexualité? La sexualité infantile ou la sexualité tout simplement? C'est-à-dire, Maître Colli, professeur, me parle de sexualité
Maître Sanou m'annonce comme quelqu'un qui va parler sur la sexualité. Finalement, ils sont en train de me transformer en sexologue. Et c'est ça le ça qui parle. Ce que vous refusez. La sexualité infantile se définit chez Freud en ces termes. Freud montre, à partir du moment où il élabore la théorie psychanalytique de l'inconscient, il montre que l'inconscient se déroule en l'homme. Il en arrive donc à une conclusion, celle de savoir que même chez l'enfant, il y a un inconscient. Et comme l'inconscient agit chez l'enfant, donc l'enfant n'est pas innocent. Et c'est pourquoi la majeure partie des œuvres de Freud vont être brûlées à Vienne et on va lui reprocher le fait donc d'avoir fait de l'enfant quelqu'un qui est coupable, donc quelqu'un qui n'est pas innocent, alors que la religion a toujours défendu l'innocence de l'enfant. Freud dit que l'enfant n'est pas innocent car même chez l'enfant, on retrouve une sexualité qui s'élabore à partir de ce tableau suivant. L'enfant, quand il naît de 0 à 30 mois, il a une sexualité qui se déroule en lui, et la sexualité qui se déroule en lui, donc, s'origine dans le fait que, à partir d'un certain moment, il ressent le besoin de s'adonner au plaisir sexuel, mais ici le plaisir sexuel que ressent l'enfant donc s'articule autour de la bouche, donc c'est ce que Freud appelle l'étape buccale. L'étape buccale, là-bas, la zone érogène de l'enfant, c'est-à-dire la zone à partir de laquelle il se procure un plaisir sexuel, se trouve au niveau de la bouche. C'est pourquoi vous voyez souvent l'enfant, au moment où il tète, quand il a atteint l'orgasme sexuel, il mord le sein de sa mère, comme pour montrer qu'il a atteint le paroxysme ou bien le summum même donc du plaisir. Il mord comme pour montrer qu'il est content, il mord comme pour montrer qu'il a atteint l'orgasme. Et l'enfant est toujours déterminé par ce qu'on appelle le principe de plaisir. Le principe de plaisir. Donc à partir de 30 mois, donc jusqu'à 18 mois jusqu'à 30 mois, là-bas la zone sexuelle de l'enfant se déplace de la bouche vers l'anus. Là-bas le plaisir sexuel que ressent l'enfant n'est plus au niveau de la bouche, mais là-bas c'est au niveau de l'anus. L'enfant va faire exprès de retenir ses selles et de les évacuer toujours au petit matin. C'est pourquoi le matin, quand il se réveille, vous le voyez souvent demander à sa mère, Yaay boy, jox ma sama pot chambre. Et quand il est sur le pot de chambre, il est content parce qu'il est en train donc de s'adonner à un plaisir sexuel. Quand il s'assoit confortablement sur son pot de chambre, il ne veut pas être dérangé. C'est pourquoi souvent, quand on vient essayer donc de le soulever pour le laver ou bien donc pour créer les conditions pour qu'il soit donc qu'il soit dépouillé donc de toutes ses selles, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de tuer le temps, ou bien il essaie de jouer à cache-cache avec sa mère, ou bien avec la bonne. Qu'est-ce qu'il dit? Yaay boy dooma lap, Fatou momay lap. Et quand Fatou vient, Fatou dooma lap, Bintou momay lap. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là-bas? Il est en train de tuer le temps parce qu'il s'adonne à un plaisir sexuel. De sorte que quand on est en train de s'adonner à un plaisir sexuel, on ne veut pas être dérangé. Pourquoi? À ce moment précis, l'enfant ne veut pas être dérangé. Maintenant, à partir de 30 mois à 6 ans, là-bas, la sexualité, elle est diffuse. La sexualité, donc, elle est diffuse, elle est masquée, elle est latente. C'est ce que Freud appelle la période de latence ou bien la période de la formation du complexe d'Oedipe. Professeur, ce que j'entends me fait peur. Parce que lorsque je vous écoute parler, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en train de décrire un être humain, mais un animal. Et que cela suppose que si nous acceptons que ce que vous dites est vrai, nous ne pouvons pas faire confiance à l'homme. Nous ne pouvons pas lui donner tous les pouvoirs. Nous ne pouvons pas le laisser à lui-même. Il faut qu'il soit contrôlé. Et pour ça, il nous faut un État. Monsieur Diatta, pourquoi nous faut-il un État? Il faut mettre qu'il soit contrôlé parce que tout simplement, il a une nature animale. Et n'ayez pas peur. Freud, il annonce radicalement, et c'est triste de l'entendre, que véritablement, Maître Mori, l'homme est un animal. Et comme il est un animal, il faut qu'il soit discipliné. Et pour qu'il soit discipliné, il lui faut mettre, bien sûr, un État. À force de les écouter, on finit par se ressembler à eux. Mais je pense qu'avant d'appeler l'État pour régler effectivement et réprimer cette animalité, mais il faut aussi faire appel à la société. Faites appel à la famille, faites appel à la maman, au papa. Mais cet animal-là, il faut le dompter. Quand on dit qu'en fait, cette dimension de l'éducation sociale
qui gère ici la partie négative de l'homme. C'est cette animalité dont vous parliez effectivement. Mais il faut qu'on dompte cette animalité pour qu'il ou qu'elle ne s'impose pas dans l'humanité de l'homme. Je me réjouis effectivement de voir des parents ici. Et c'est important ce qu'ils sont en train de dire. Ça doit même par contre faire peur. Mais c'est parce que ça fait peur que la société, que l'éducation sociale doit intervenir. Vous savez, quand vous avez votre enfant qui se comporte de cette manière, qui mord le téton de sa maman, cet enfant qui se plaît à rester le plus longtemps possible autour, effectivement, de sa peau de toilette, cet enfant, ou son pot du moins de toilette, cet enfant qui se plaît, il aurait dû continuer à jouer et à s'amuser avec ses parties intimes. Ça fait partie des dimensions. Mais il faut que les parents interviennent. Pourquoi lui donner ce coup-là? Allez, c'est ça la répression. C'est ça la manière de dompter cette animalité. Beaucoup d'enfants aujourd'hui vont demain grandir et avoir ce penchant sexuel qu'on traduit aujourd'hui par l'homosexualité. Parce qu'effectivement, le plaisir qu'ils éprouvent à rester pendant longtemps dans leur peau de toilette leur a tellement subjugué que l'enfant pense à un certain moment donné qu'il ne peut sexuellement jouir que quand il joue avec son anus. Voilà pourquoi même étant enfant, vous les surveillez les garçons, seuls dans leur chambre, ils ont tendance à prolonger ce penchant sexuel entre eux. L'homosexualité commence déjà depuis l'enfance et il faut surveiller les enfants. À 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, quand ils dorment ensemble, les garçons, je dis bien, si vous ne les surveillez pas, ce qu'on leur interdisait autour de leur peau de toilette, parce que ça fait du plaisir, c'est vrai. J'entends même le cri de cet enfant qui dit « Fatou, Kailapma ». C'est du plaisir, il ne badine pas. Et si maman n'intervient pas, cet enfant-là va grandir, il tendra toujours son anus. Et c'est là où une déviance va naître. Il faut donc surveiller vos enfants. Je vous remercie. Voilà pourquoi, mesdames, messieurs, un bon philosophe, nous disons que d'abord nous nous réjouissons d'être là ce soir et comme le voudrait la tradition philosophique, notamment hegelienne, le retard n'est pas quelque chose de négatif. Oui, chez Hegel, précisément, à l'image de l'oiseau de Minerve, ce ne serait peut-être pas une méchanceté que M. Diatta soit là, en train d'attendre tranquillement qu'on lui remette la parole, mais précisément, l'oiseau de Minerve, comme il vient à la tombée de la nuit, nous considérons que ce serait peut-être un hommage, et cet hommage, je le voudrais aujourd'hui en étant, disons, un Kantien. En étant un Kantien, nous ne voulons pas faire comme Dakar. Nous avons voulu respecter la maxime kantienne. Lorsque Marx dit, et si tout le monde faisait autant, agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en un savoir universel. Voilà que Saint-Louis que je voudrais qu'on applaudisse. Voilà que Saint-Louis a accepté de venir en masse, le lycée Aimé Césaire, le lycée d'excellence Aimé Césaire qui est là, là où précisément d'autres, comme vous l'avez dit, je suis sûr, vos tables sont remplies de copies à la maison. Cela signifie quoi? Cela signifie que vous n'avez pas que cela comme élève, vous avez plus de cela que comme élève. Où sont vos élèves? Saint-Louis a décidé d'être un Kantien ce soir. Agis de telle sorte que la maxime de ton action puisse être érigée en un savoir universel. Nous avons dit, nous n'allons pas agir comme Dakar, nous allons fausser la note. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi il me plaît peut-être de vous parler en 2 minutes, puisque comme vous le savez, le temps faisant défaut, lorsqu'on est pris par le temps, il y a 2 risques que nous courons, ou nous risquons d'être banals, où nous risquons simplement d'escamoter le fond de notre propos. Et pour ne pas justement être banal, mais
en ayant également ce souci de ne pas escamoter mon propos, je voudrais tout bonnement vous dire, oui, si l'homme est une animalité, si l'homme est effectivement disons, à l'image de l'animal que nous venons tout à l'heure de peindre, celui-là que nous avons tout à l'heure distingué de l'animal par le travail, que nous avons distingué de l'animal par le langage, en ce sens donc qu'il est un homo loquens, mais aussi l'homme ayant été d'abord homo faber, le voilà qui veut justement être un zone politikon. Un zone politikon, comme le définissait Aristote, cet homme-là qui vit naturellement en société, mais si donc la société, précisément à chacun, vous l'avez dit tout à l'heure, chaque peuple a une culture, chaque société a une culture, mais si dans une société il y a plusieurs cultures, quelle est la culture qu'il va falloir mettre en avant? Il faudrait qu'il y ait un pouvoir, il faudrait qu'il y ait un organe, il faudrait qu'il y ait un instrument qui puisse donc gérer tout cela et régenter, et c'est la raison de l'État, c'est la raison d'être de l'État. Mais qu'est-ce que c'est l'État? Ce mot-là, et qui a été extrêmement, disons, enrichissant sur le plan de son historicité, puisque lorsque nous revenons un peu chez Michel Foucault, on voit bien, il nous parle du mot et de la chose, pour dire qu'il y a un contenu, mais également il y a un contenant. Nous n'aurons peut-être pas le temps de revenir sur cette historicité pour parler justement de l'histoire du mot État, et peut-être même de Civitas en passant par Respublica. Nous n'aurons peut-être pas ce temps-là, mais brièvement, ce que nous allons dire, voilà une notion qui va connaître plusieurs sens, mais essentiellement deux. Les deux que nous retenons, celle dite juridique, qui définit l'État par l'institution, l'ensemble des institutions, le pouvoir, les motards, tout ce que vous voulez, la police, l'armée. Mais les sociologues disent, cela ne suffit pas. Oui, ils l'ont dit. Comment maintenant régenter cet enfant qui développe déjà à sa naissance une certaine méchanceté? Comment également régenter et contenir la méchanceté des hommes? Ils l'ont dit tout à l'heure. L'homme, selon Hobbes, est né méchant naturellement. Cette méchanceté naturelle, il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Et de ce point de vue, les sociologues disent, la définition juridique ne suffit plus. Il faudrait que l'on comprenne par État cet instrument, cet organe qui a le monopole de la violence physique légitime. Autrement dit, dans un État, il faut bien qu'il y ait un pouvoir sans lequel tout un chacun se ferait lui-même violence, mais également chacun se ferait lui-même loi. Et de ce point de vue, on ne parle peut-être pas de société organisée. Dans une société, pour qu'elle soit digne de l'être, il faut bien qu'elle repose essentiellement et fondamentalement sur des lois, et l'ensemble de ces lois, évidemment, c'est cela qui fait que pour qu'il y ait État, il faut d'abord qu'il y ait société. L'État vient surplomber la société et, en fin de compte, cet État ne va pas se présenter d'une seule façon, elle va se présenter de plusieurs manières d'être, dans plusieurs modalités. Ainsi, plusieurs États vont se présenter. Lorsque nous avons à la tête un président de la République, certainement, nous allons appeler cela un régime démocratique. Mais il n'y a pas que ce régime-là. Il y a d'autres par conséquent, notamment monarchiques. Il y a également oligarchiques, lorsqu'il y a une élite au sommet. Mais également, vous le savez, dans bien d'autres États, il y a un pouvoir militaire qui est à la tête. Et lorsque donc c'est des militaires qui arrivent au pouvoir, nous appelons cela effectivement le pouvoir démocratique. Il n'y a pas que ce pouvoir-là, et de ce point de vue, même le pouvoir ochlocratique, donc de ce point de vue, oligarchique, aristocratique, voilà essentiellement les types d'États que nous pouvons avoir, mais à chaque État une fonction bien précise, à chaque État un certain nombre de rôles, et notamment les rôles régaliens de l'État. C'est la raison pour laquelle vous ne verrez nulle part quelqu'un qui a un tribunal et qu'on dise ce tribunal appartient à tel. Excusez-moi, voilà, monsieur, on est obligé de vous arracher la parole parce qu'en fait le temps pèse beaucoup sur nous. Les autorités nous demandent donc de libérer la salle et c'est vraiment dommage parce que c'est la science et la technique, donc la technoscience de manière générale qui nous a... À partir de cet instant, je vous dirai simplement que Saint-Louis a été très heureux d'être là ce soir et encore une fois, merci Saint-Louis. Je vous remercie. Merci, voilà, Saint-Louis. Maintenant, c'est dommage que c'est la technoscience qui nous a permis vraiment d'être à l'aise pour entretenir avec vous depuis ce matin, mais c'est la science également qui
que nous ne parvenons pas à contrôler, à maîtriser, à avoir donc notre dernier mot qui également ne nous permet pas d'être en mesure de continuer cette conférence. Ceci étant dit, en fait, ce que Descartes avait dit concernant l'homme qui devient comme maître et possesseur de la nature, il me semble que l'homme a vraiment vaincu l'espace, mais il n'a pas encore vaincu le temps, et c'est dommage qu'on n'aura pas la possibilité donc d'entrer ou de fouiner à travers l'épistémologie pour voir en fait cette étude critique que la philosophie s'est proposée de faire. Parce qu'avec la science, certes, l'homme est en train de devenir un dieu, à la limite, pour parler comme Jean Rostand. Maintenant, est-ce que nous méritons véritablement ce qualificatif d'être humain? Parce que ça a fait de nous des dieux, mais en fait, nous ne parvenons pas à maintenir notre humanité. Et il y a beaucoup de choses qui échappent à notre contrôle. Et aujourd'hui, en fait, la question aujourd'hui, c'est de savoir où va nous mener ce pouvoir économique de la science et la technologie. Et c'est dommage qu'on n'aura pas donc le temps de fouiller à la